Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Dans notre dernier épisode, nous avons voyagé dans les monastères irlandais et anglo-saxons du Haut Moyen-Âge, en compagnie des moines enlumineurs des évangiles de Lindisfarne et du livre de Kells. Aujourd'hui, nous avançons de 7 siècles. Nous sommes au XVe siècle, dans la France ravagée puis relevée de la guerre de Cent Ans, dans la Touraine des châteaux de la Loire, à la cour du roi Charles VII. Et nous allons parler d'un homme dont le nom ne résonne pas encore assez fort dans le grand public, alors qu'il est sans conteste le plus grand peintre français du XVe siècle, et l'un des plus importants de toute l'Europe de son temps. Un homme que Giorgio Vasari admirait, que le peintre flamand Philarète citait aux côtés de Jan van Dyck et de Rogier van der Weyden, comme l'un des bons peintres de son siècle. Un homme qui a peint le portrait du pape Eugène IV à Rome, celui du roi Charles VII à Paris, et qui a laissé dans une collégiale de Melun une Vierge à l'enfant d'une audace telle qu'elle a fait scandale et fasciné les historiens de l'art pendant 6 siècles. Cet homme, c'est Jean Fouquet. Jean Fouquet, né entre 1415 et 1420 à Tours, ou du moins c'est ce que la tradition indique. Les sources directes sur sa naissance sont quasi inexistantes. Aucun document d'état civil, aucun acte de baptême conservé ne permet d'établir avec certitude ni la date ni le lieu précis de sa naissance. Ce que nous savons de lui, nous le tenons essentiellement de notre type de source, des documents administratifs qui mentionnent son nom dans des actes de commande ou de paiement, quelques témoignages contemporains ou légèrement postérieurs d'auteurs italiens qui l'ont connu ou entendu parler de lui, et ses œuvres elles-mêmes, dont plusieurs portent des inscriptions qui permettent de les dater et de les attribuer. Certains biographes ont même avancé qu'il pourrait être fils de prêtre, ce qui à l'époque était certes illicite mais pas exceptionnel dans les milieux cléricaux. Rien ne le confirme avec certitude. Ce flou biographique est caractéristique des artistes du XVe siècle français. En dehors des commandes royales et aristocratiques, le monde de la peinture et de l'enluminure ne laissait pas encore beaucoup de traces écrites. Ce qui est certain, c'est que Tours était au milieu du XVe siècle l'une des villes les plus importantes du royaume. Depuis que la cour royale s'y était établie pour fuir l'instabilité de Paris occupé, la ville était devenue un centre culturel et artistique actif. Des ateliers d'enlumineurs y florissaient, des commandes affluaient de la part des grands officiers du roi, des prélats et des nobles. C'est dans ce milieu que Fouquet se forme, probablement dans des ateliers d'enlumineurs, au contact de la tradition du gothique international qui dominait la peinture française de la première moitié du siècle. La formation de Fouquet est l'une des grandes énigmes de l'histoire de l'art français. Aucun document ne permet d'identifier avec certitude le ou les maîtres auprès desquels il a appris son métier. Les historiens de l'art ont émis plusieurs hypothèses, mais aucune n'est définitivement établie. L'hypothèse la plus solidement argumentée est qu'il aurait travaillé dans la mouvance du maître de Belfort, un enlumineur anonyme de très haut niveau qui dirigeait un atelier à Paris dans les années 1420-1430 et avait travaillé pour le duc de Bedford, régent de France pour le roi d'Angleterre Henri X, pendant l'occupation anglaise. Cet atelier pratiquait un style raffiné, influencé à la fois par la tradition française du gothique international et par les innovations des peintres flamands, Jan van Dyck en tête. Cette double influence, gothique et flamande, est clairement perceptible dans l'œuvre de Fouquet. Il est également possible qu'il ait eu accès à des œuvres flamandes circulant en France, des tableaux de Van Eyck, de van der Weyden, dont l'influence sur sa technique de portrait est évidente, le réalisme psychologique de ces portraits, leur façon de saisir le modèle dans un espace défini avec des ombres et une lumière précise, héritent directement de la Révolution flamande. Mais, avant de pouvoir situer avec certitude les années d'apprentissage de Fouquet, son œuvre surgit dans les documents, déjà accomplis, déjà reconnus. Les premières traces documentaires qui permettent de lui attribuer des œuvres avec certitude datent des années 1440. Et là,
première des certitudes absolues est une absence, celle d'un tableau perdu, peint à Rome pour le pape lui-même. Entre 1443 et 1447, les deux dates encadrent le séjour du pape Eugène IV à Rome, et Fouquet ne pouvait l'y avoir peint qu'en sa présence. Jean Fouquet effectue un voyage en Italie. C'est le témoignage de l'architecte italien Filaret, écrit vers 1465 dans son traité d'architecture, qui nous le confirme avec le plus de précision. Filaret y dresse une liste des bons maîtres qu'il regrette. Il cite Jan van Dyck, Rogier van der Weyden et Fouquet le Français, ajoutant qu'il ne sait pas s'il est encore vivant, mais qu'il était remarquablement doué pour dessiner d'après nature. Et il précise que Fouquet a peint un portrait du pape Eugène IV qui se trouvait dans l'église de la Minerve à Rome. Ce portrait du pape est aujourd'hui perdu. Nous n'en connaissons qu'une copie partielle réalisée au XVIe siècle, conservée à la Galerie des Offices de Florence, et une gravure. Mais le fait qu'un peintre français inconnu ait été appelé à Rome pour portraiturer le souverain pontife lui-même dit toute la réputation que Fouquet avait déjà acquise. Pour qu'Eugène IV, l'un des papes les plus actifs de son époque, grand mécène et commanditaire de Fra Angelico, pour ses fresques romaines, fasse appel à lui, il fallait que son nom fût déjà connu et respecté bien au-delà des frontières de la Touraine. Et justement, à l'époque où Fouquet peint le portrait du pape dans l'église de la Minerve, Fra Angelico réside au couvent dominicain voisin. Appelé à Rome pour ce même pape Eugène IV, les deux artistes se sont donc nécessairement croisés. Certains historiens de l'art suggèrent même que Fouquet aurait pu collaborer avec Fra Angelico à la réalisation de certaines fresques romaines. Hypothèse qui reste débattue. Ce qui est certain, c'est que l'influence de Fra Angelico, sa façon de traiter les fonds dorés, la lumière bleutée et sereine de ses architectures, ses anges aux couleurs franches et joyeuses, est nettement perceptible dans les œuvres postérieures de Fouquet. Il visite vraisemblablement Florence et Venise lors de ce même voyage. À Florence, il peut voir les grandes fresques de Masaccio, ses sculptures de Donatello, les peintures de Filippo Lippi. Il observe la leçon de la perspective linéaire, cet art de construire l'espace en profondeur par des lignes convergentes vers un point de fuite, qui transformera durablement sa façon de composer ses images. Vasari, dans son grand traité sur les peintres italiens, signale Fouquet comme un artiste très admiré en Italie. Être loué par les Italiens, qui regardaient volontiers les peintres étrangers de haut, est un signe incontestable d'excellence. En 1448, Fouquet est de retour en France. Il se marie et s'installe à Tours dans une maison proche de l'ancienne basilique Saint-Martin. La ville est toujours le centre de la vie de cour. Charles VII, le roi qui a chassé les Anglais de France avec l'aide de Jeanne d'Arc, y règne en maître. Fouquet entre rapidement dans l'orbite des grands personnages de cette cour. Et le premier, le plus fidèle de ses mécènes est Étienne Chevalier, trésorier de France, conseiller le plus proche du roi, diplomate et amateur d'art d'une culture et d'un goût exceptionnel. Chevalier avait également été le tuteur testamentaire d'Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII, morte en couche en 1450 à 35 ans, et que la tradition de l'époque considérait comme l'une des plus belles femmes du royaume. Cette proximité avec Agnès Sorel aurait des conséquences directes sur l'œuvre la plus célèbre de Fouquet, mais nous y reviendrons. Pour Étienne Chevalier, Fouquet réalise deux œuvres majeures qui comptent parmi les plus importantes de toute sa production. La première est le livre d'heures d'Étienne Chevalier, un livre de prières personnelles enluminé entre 1452 et 1460, dont subsistent aujourd'hui 47 miniatures conservées principalement au musée Condé de Chantilly. Ces miniatures sont parmi les plus belles enluminures françaises du XVe siècle. Elles mêlent des architectures perspectivées d'une précision italiénisante avec des scènes de la vie du Christ et des saints traités avec une vigueur
narrative et une richesse de couleurs extraordinaire. Des paysages de Touraine y apparaissent en arrière-plan, reconnaissables à leurs collines douces et à la lumière particulière du Val-de-Loire. C'est une fusion unique de la tradition gothique française, de l'influence flamande et des leçons de la perspective italienne. Une synthèse que personne avant Foucault n'avait réalisée avec cette maîtrise en France. La seconde est le diptyque de Melun, et c'est là que les choses deviennent réellement extraordinaires. Vers 1452-1456, Étienne Chevalier commande à Fouquet un diptyque destiné à la collégiale Notre-Dame de Melun, où il possède une chapelle familiale. Un diptyque est une œuvre à 2 panneaux, destinée à se faire face, comme un livre ouvert. Le panneau de gauche représente Étienne Chevalier agenouillé en prière, présenté à la Vierge par son saint patron Saint Étienne. Chevalier est représenté avec un réalisme psychologique saisissant. Son visage carré, son regard concentré, son vêtement sobre d'homme de pouvoir. Saint Étienne, debout derrière lui, pose une main protectrice sur son épaule. L'architecture qui les entoure est d'un marbre blanc et gris, d'une rigueur géométrique toute italienne. Ce panneau est aujourd'hui conservé à la galerie de Berlin. Le panneau de droite représente la Vierge à l'enfant entourée d'anges, et c'est là que réside le scandale, la beauté et le mystère. La Vierge est assise sur un trône. Elle porte une robe de brocart d'or et bleu roi. Sa coiffure est une haute structure de velours noir et blanc à la mode de la cour de France. Et son sein gauche est découvert, dénudé, offert à l'enfant Jésus qui est assis sur ses genoux. Ce geste de la mère allaitant son enfant n'est pas sans précédent dans l'iconographie chrétienne. Il existe une tradition de la Virgo Lacta. Mais la façon dont Fouquet le représente est d'une modernité et d'une franchise troublante. Ce sein est rond, ferme, géométrique presque. Une sphère parfaite dans un corps d'une blancheur marmoréenne. Et le visage de la Vierge, ovale, parfait, front haut, regard légèrement distant, et d'une beauté qui n'a rien de la tendresse douce d'une Vierge gothique. Autour d'elle, des anges, rouges et bleus, séraphins et chérubins, forment une cour céleste d'une étrangeté fascinante. Leurs corps sont stylisés, leurs couleurs irréelles. La composition entière baigne dans une lumière froide et précise qui rappelle à la fois Fra Angelico et les maîtres flamands. Sur le cadre d'origine du diptyque, décrit par l'historien Denis Godefroy en 1661, comme couverts de velours bleu brodé d'or et d'argent, des médaillons de cuivre émaillés ornés des bordures. L'un d'eux, miraculeusement conservé, se trouve aujourd'hui au musée du Louvre. Il représente le portrait de Jean Fouquet lui-même, le plus ancien autoportrait signé de l'histoire de la peinture française, avec son nom inscrit en lettres dorées autour du visage, Johannes Fouquet. Voici maintenant l'une des questions les plus débattues de l'histoire de l'art français médiéval. La Vierge du diptyque de Melun est-elle le portrait d'Agnès Sorel? La tradition le dit depuis le XVIIIe siècle. Une étiquette collée au dos du panneau anversois, daté de 1775 et rédigée par un avocat nommé Gauthier, affirme que cette Vierge représente Agnès Sorel sous ses traits et que le tableau était un vœu d'Étienne Chevalier, exécuteur testamentaire de la favorite. Cette identification a fait couler des flots d'encre depuis 2 siècles et demi. Les arguments pour sont séduisants. Étienne Chevalier était proche d'Agnès Sorel et l'avait administrée jusqu'à sa mort en 1450. Il est plausible qu'il ait voulu lui rendre un hommage posthume en demandant à Fouquet de représenter la Vierge sous ses traits, une pratique connue à l'époque. Et le visage de cette Vierge, ce front haut, ce regard légèrement condescendant, ce sein nu et parfait, correspond à ce que les chroniqueurs de l'époque disaient de la beauté d'Agnès Sorel. Les arguments contre sont tout aussi solides. Aucun document contemporain n'établit cette identification.
Les historiens de l'art les plus rigoureux, notamment Nicole Reynaud, soulignent que le visage de la Vierge est trop idéalisé, trop géométrique pour être un portrait au sens réaliste du terme. Et le sein nu, loin d'être un détail scandaleux inédit, s'inscrit dans la tradition de la virgolactance. La question reste formellement irrésolue. Ce qui est certain, c'est que ce diptyque, avec ou sans Agnès Sorel, est d'une audace formelle et d'une beauté absolue, sans équivalent dans la peinture française du XVe siècle. Et que son destin tragique, les deux panneaux séparés lors de la Révolution, l'un à Anvers, l'autre à Berlin, ne se faisant plus face depuis 250 ans, ajoute à sa puissance une mélancolie supplémentaire. Parallèlement à ses travaux pour Étienne Chevalier, Fouqué est le portraitiste des rois de France. Son portrait de Charles VII, conservé au musée du Louvre, est l'un des chefs-d'œuvre du portrait européen du XVe siècle. Le roi est représenté de 3/4, derrière un rebord de pierre sur lequel sont posés des rideaux de brocart vert. Son visage, lourd, l'os, avec un nez proéminent et des yeux mi-clos sous des paupières épaisses, n'est pas flatté. C'est un portrait d'une franchise remarquable qui dit la puissance d'un homme sans chercher à en embellir les traits. Une inscription sur le cadre l'identifie comme le très victorieux roi de France Charles VII de ce nom. Ce roi qui a chassé les Anglais et réunifié le royaume. Après la mort de Charles VII en 1461, Fouqué travaille pour son successeur Louis XI, roi méfiant et calculateur bien différent de son père. En 1461, il réalise le masque funéraire de Charles VII, puis conçoit un projet de décoration pour l'entrée solennelle de Louis XI à Tours. Mais le nouveau roi, peu intéressé par le faste et les cérémonies, rejette le projet, comme l'indique l'expression que les chroniqueurs lui prêtent, « il n'y prit nul plaisir ». En 1469, Fouqué est officiellement nommé peintre et valet de chambre du roi, le titre le plus élevé qu'un artiste français put recevoir à l'époque. C'est la consécration officielle d'une carrière que ses contemporains considéraient déjà comme sans équivalent. Pour les manuscrits enluminés, son œuvre est également majeure. Les grandes chroniques de France, un vaste récit de l'histoire des rois de France depuis les origines, enluminé vers 1458-1460, est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Compte parmi les productions les plus importantes de l'enluminure française du XVe siècle. Les scènes de bataille, les cortèges royaux, les intérieurs de palais, tout y est traité avec une maîtrise de la perspective et une densité narrative qui n'ont pas de précédent dans la tradition française. 3 œuvres supplémentaires méritent qu'on s'y arrête. L'autoportrait de Jean Fouqué, ce médaillon de cuivre émaillé d'un diamètre de 6,8 cm aujourd'hui au Louvre, est un objet d'une rareté absolue. C'est le plus ancien autoportrait signé de la peinture française et l'un des très rares autoportraits d'artistes du XVe siècle en Europe. Le peintre s'y représente de 3/4, vêtu d'un pourpoint simple, les cheveux courts, le regard direct. Son nom est inscrit en lettres dorées autour du médaillon, Johannes Fouqué. Ce geste de signer et de s'autoportraiturer, de revendiquer sa propre existence comme artiste à côté de son œuvre, est d'une modernité saisissante pour l'époque. Le portrait du bouffon Gonla, conservé au Muséum de Vienne, est l'une des œuvres les plus discutées du catalogue de Fouqué. Son attribution n'est pas unanimement acceptée, certains experts la contestant encore. Il représente un personnage grotesque, au costume bigarré, saisi dans un premier plan très rapproché, sa physionomie rendue avec une précision et une acuité psychologique qui rappellent les meilleurs portraits flamands. Si l'attribution à Fouqué est juste, et elle est aujourd'hui soutenue par plusieurs grands spécialistes, c'est une preuve supplémentaire de l'extraordinaire précocité et liberté de son regard. Les statues de l'ordre de Saint-Michel, enluminées vers 1470 pour Louis XI, sont l'une de ses dernières grandes réalisations documentées. La date d'environ 1477 est la dernière mention de Fouqué dans des documentations d'archives. Il travaillait encore à cette date.
Avant 1481, il est mort. On ne sait rien de sa mort, ni son âge exact, ni les circonstances, ni le lieu de son inhumation. Jean Fouquet est mort dans l'anonymat relatif qui caractérisait la condition des artistes au XVe siècle, malgré sa célébrité de son vivant. Et après sa mort, son œuvre a connu le destin de nombreux artistes médiévaux, dispersés, partiellement perdus, longtemps méconnus, sous des attributions erronées. Son portrait du bouffon Gaunela a été attribué à Van Eyck, puis à Bruegel, avant qu'un historien de l'art du XXe siècle, Otto Pacht, rétablisse l'attribution à Fouquet. Ces miniatures ont été dispersées entre la Révolution et le XIXe siècle. Les 47 feuillets du livre d'heures d'Étienne Chevalier se retrouvent principalement à Chantilly et dans des collections privées. La redécouverte sérieuse de Fouquet commence au XIXe siècle, avec les premiers travaux des historiens de l'art français. Et au XXe siècle, des expositions majeures, notamment la grande rétrospective de 2003 à la Bibliothèque nationale de France, ont définitivement établi sa stature. Son héritage est triple. Il est le premier peintre français à avoir synthétisé les trois grandes traditions picturales de son époque, le gothique international français, la précision réaliste flamande et la perspective spatiale italienne. Cette synthèse, inédite en France à son époque, fait de lui le fondateur d'une tradition picturale française qui sera celle de Clouet, de Holbein quand il viendra à la cour des Valois, et plus lointainement de tout le portrait français de la Renaissance. Il est aussi, avec son autoportrait signé sur le cadre du diptyque de Melun, l'un des premiers artistes d'Europe à revendiquer publiquement son identité, à signer son œuvre de son nom et de son visage. Ce geste est annonciateur de la Renaissance et de la conception moderne de l'artiste comme individu créateur. Et il laisse le diptyque de Melun, cette Vierge au sein nu, ces anges rouges et bleus, cet Étienne Chevalier en prière devant une apparition à la beauté ambiguë, comme l'une des images les plus étranges, les plus belles et les plus durablement troublantes de toute la peinture française. Avant de nous quitter, voici une question pour vous. Jean Fouquet a représenté une Vierge au sein nu dans une église, une image religieuse qui mêle délibérément le sacré et le sensuel, le divin et le charnel. Et vous, pensez-vous que l'art religieux peut ou doit utiliser la beauté physique, la séduction du corps pour parler du divin? Ou bien la beauté du corps est-elle toujours un danger pour le message sacré? La réponse la plus honnête est peut-être que Fouquet lui-même ne se posait pas la question dans ces termes. Pour lui, la beauté était la forme que prend le divin dans le monde visible, représentant une belle femme en vierge. C'était montrer que la grâce divine peut habiter la chair humaine. Ce n'était pas un scandale, c'était une théologie. Merci infiniment de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt.